à l'histoire rocambolesque. Pierrefonds, c'est un véritable catalogue de l'architecture militaire du Moyen-Âge. Tout y est pensé pour rendre la place forte imprenable. Cette forteresse médiévale du XIVe siècle est remarquable. Elle possède près de 320 mètres de murailles défensives, un périmètre comparable à celui du Stade de France, et 8 imposantes tours, dont certaines font plus de 16 mètres de diamètre et une hauteur équivalente à un immeuble de 13 étages. Elle est aujourd'hui un témoignage unique des techniques des bâtisseurs et des savoir-faire du Moyen-Âge. Pourtant, elle a bien failli disparaître à tout jamais. Incendié, éventré, mutilé. Au XVIIe siècle, le château de Pierrefonds n'est plus que l'ombre de lui-même. Abandonné pendant plus de 200 ans, Pierrefonds ne doit son salut qu'à la vague romantique du XIXe siècle. Le château va littéralement renaître de ses cendres sous l'impulsion de l'empereur Napoléon III. Il va faire appel à un homme qui connaît intimement le Moyen-Âge, un homme qui vit en profondeur le Moyen-Âge, l'architecte Eugène Viollet-le-Duc. Pendant plus de 25 ans, le chantier de restauration du château de Pierrefonds va nécessiter des moyens considérables et l'emploi de techniques de construction héritées du Moyen-Âge ou particulièrement innovantes. Le métal, dont l'usage a révolutionné l'architecture du XIXe siècle, va jouer un rôle primordial dans la reconstruction du château, qu'il soit assumé ou dissimulé derrière des décors médiévaux. Rien n'est trop beau pour Pierrefonds. Napoléon III va dépenser sans compter pour que Eugène Viollet-le-Duc réunisse autour de lui les meilleurs sculpteurs, meilleurs décorateurs, meilleurs peintres. Restauré par le talentueux Viollet-le-Duc, l'architecte de la flèche de Notre-Dame de Paris, Pierrefonds est sans conteste le plus bel exemple du château médiéval réinterprété et fantasmé par le XIXe siècle. La reconstruction est totale. L'imaginaire de Viollet-le-Duc, pour la première fois, ici, est entièrement matérialisé. Visiter Pierrefonds, c'est visiter Viollet-le-Duc. Mystérieux et labyrinthique, c'est un décor de rêve peuplé de chevaliers, de monstres et de chimères. Il est aujourd'hui bien plus qu'un palais impérial. Il est l'un des plus beaux châteaux d'Europe, majestueux et immortel. Situé à une quinzaine de kilomètres de Compiègne, à la lisière d'une forêt de 15 000 hectares de chênes et de hêtres, le château de Pierrefonds se dresse fièrement sur un promontoire rocheux. Ainsi perché, il domine la vallée sur laquelle il veille depuis 600 ans. Visiter Pierrefonds, c'est voyager dans le temps, effectuer un retour aux origines du château fort. Avec ses 8 tours hautes de plus de 30 mètres et son emprise au sol de 6 400 mètres carrés, soit l'équivalent de 34 terrains de tennis, cet édifice aux multiples visages impressionne chaque année plus de 150 000 visiteurs. Tous sont curieux d'y observer l'expression parfaite du château médiéval, mais surtout fascinés de découvrir la dimension romanesque et fantastique que lui a conférée sa restauration. La visite du château de Pierrefonds procure aux visiteurs une expérience tout à fait unique en son genre et à nul autre comparable. Il retrouve une image qui est déjà profondément enfouie dans son cerveau, qui est celle, je dirais, de l'archétype du château fort, parce qu'il l'a vu déjà dans les manuels scolaires. Vu de l'extérieur, l'on est confronté à une forteresse médiévale aux allures vraiment impressionnantes et presque imprenables. Toute cette écorce, toute cette enceinte vraiment à caractère démonstratif de force militaire. Et à l'intérieur, on se trouve dans une cour avec un déploiement de faste qui, lui, a un caractère beaucoup plus civil a priori. Est-ce que l'on est encore au Moyen-Âge? Est-ce que l'on est à la Renaissance? Quels sont ces espaces qui se composent entre eux? Là, l'énigme demeure et surtout, la surprise est totale. Dès le XIIe siècle, un premier château de taille très modeste s'élève sur le site, érigé par la lignée des seigneurs de Pierrefonds. De cet édifice, les spécialistes ne savent presque rien et il n'en reste aujourd'hui que quelques ruines. Situé à 80 km au nord-est de Paris, le premier château de Pierrefonds permet d'assurer une présence militaire aux portes nord du domaine royal, qui ne cessera de s'étendre au cours du Moyen-Âge. À la fin du XIVe siècle, l'édifice est encore plus stratégique et convoité, car il s'élève sur le chemin menant des Flandres à la Bourgogne, deux régions prospères et rivales de la couronne de France.
Louis d'Orléans, le frère du roi Charles VI, entreprend alors de bâtir à Pierrefonds une forteresse bien plus ambitieuse. C'est un très gros chantier parce que le Louis d'Orléans a évidemment beaucoup de moyens et surtout l'ambition est de faire un très gros château sur un éperon rocheux. C'est le siège d'un pouvoir politique avec une dimension ostentatoire, un prestige affiché dans la construction. Et puis souvent aussi, ces forteresses à l'extérieur intègrent à l'intérieur des palais et des résidences somptueuses. Pierrefonds va s'inscrire dans un modèle esthétique et architectural fidèle aux grands principes du Moyen-Âge. Mais il sera plus élancé, plus vertical et plus élégant que les précédents châteaux qui couvrent le territoire. Élevé sur l'emplacement de l'ancienne forteresse, le nouveau château est bâti selon un large plan quadrangulaire irrégulier d'environ 90 mètres de long sur 70 de large, couvrant ainsi une superficie de 6400 mètres carrés. Le donjon et les logis seigneuriaux de forme rectangulaire sont entourés par une enceinte de près de 320 mètres de périphérie, flanquée de 4 tours rondes aux angles et de 4 autres tours placées au milieu des courtines, les remparts de la forteresse. L'ensemble est impressionnant. Les 2 tours les plus imposantes atteignent 33 mètres de haut et près de 16 mètres de diamètre. Atout majeur de cette forteresse, le chemin de ronde crénelé court sur toute la périphérie du château, tours comprises, et culmine à près de 29 mètres de hauteur. Il assure ainsi une continuité défensive parfaite. En ce début de XVe siècle, le château de Pierrefonds est un modèle de défense active. Une forteresse imprenable, capable de se prémunir des attaques et de repousser l'ennemi en toutes circonstances. On choisit souvent un site naturellement défendu. Bon, c'est le cas ici, même si on n'est pas au sommet d'une montagne, on a quand même ce qu'on appelle un éperon rocheux qui a été coupé et isolé par des fossés, donc un éperon barré, et que l'on a quand même adapté pour pouvoir poser un château qui intègre des murailles rectilignes régulièrement défendues par des tours rondes. Et ces tours sont lardées de fentes de tir qui sont des archères à partir desquelles on tire à l'arc et dont les tirs se croisent d'une tour à l'autre, donc pour empêcher tout angle mort. Ça, c'est ça la défense active. Le système de défense de Pierrefonds est exemplaire et unique en son genre, car il s'appuie sur une innovation majeure pour le XIVe siècle. Au niveau des courtines et des tours, il est muni d'un double chemin de ronde. Le premier, au niveau inférieur, est couvert d'un toit et repose sur des machicoulis, des avancées dont le sol est ajouré afin de pouvoir jeter des projectiles sur les assaillants. Ces murs sont percés d'archères cruciformes afin d'ajuster des tirs d'arc ou d'arbalète en direction de l'ennemi. L'ouverture à leur base, en forme d'étrier, permet d'atteindre les assaillants les plus proches des murailles. Le second chemin de ronde se situe en partie supérieure. Il est découvert et forme une seconde ligne de défense. L'alternance de créneaux, qui sont les parties vides, et de merlons, qui sont les parties pleines, offre aux soldats de nombreux postes de surveillance et de tir. L'originalité est que le crénelage des courtines se trouve au même niveau que ce double chemin de ronde, permettant une circulation et une communication permanente entre chacune des 8 tours. Et le caractère dominant de ces tours est affirmé avec en façade une grande niche dans laquelle est insérée une statue. Et pas n'importe quelle statue. On y retrouve ici, sur chacune des 8 tours, une statue d'un preux. Alors les preux, qu'est-ce que c'est? C'est des personnages légendaires, de grands militaires, qui viennent autant de la Bible que, si vous voulez, de l'actualité de l'époque. Donc on a la tour Alexandre, on a la tour Hector et la tour Charlemagne, autre grande figure historique. De grands hommes d'armes qui sont faits pour faire des prouesses. D'où vient le terme preux? Le preux, c'est celui qui fait des prouesses. Et à l'époque, la dénomination des tours permet justement qu'on puisse se repérer assez facilement dans le système de fortification. En 1407, l'assassinat de Louis d'Orléans par son cousin Jean sans Peur, duc de Bourgogne, interrompt les travaux. L'enceinte extérieure est alors complètement terminée, mais les logis bordant la cour sont inachevés et les partisans du duc de Bourgogne incendient les combles et les toitures. Malgré une restauration partielle entreprise par Charles d'Orléans vers 1440, le château de Pierrefonds demeure inachevé.
Donc ce château inachevé, que devient-il? Un château parmi tant d'autres. Les aventures qu'il va traverser, les épisodes, la guerre de 100 ans, tout cela va en quelque sorte être le reflet d'un château qui n'a jamais vraiment eu la dimension stratégique d'un point de vue militaire que son concepteur, Louis d'Orléans, espérait. Et en plus, c'est donc quelque chose qui est ruineux à entretenir. Et c'est pourquoi ce château va être plus ou moins délaissé. Passé de main en main pendant la période troublée des guerres de religion, Pierrefonds est au début du XVIIe siècle l'un des points de repli des opposants d'Henri IV, puis de Marie de Médicis. Monté sur le trône, le jeune roi Louis XIII tient à rétablir l'ordre dans le royaume, en renforçant la centralisation du pouvoir monarchique. La forteresse est alors assiégée par l'armée royale et finit par tomber en 1616. Ce pouvoir royal s'est désintéressé de ces châteaux et surtout a considéré qu'il valait mieux détruire les châteaux médiévaux qui pouvaient servir de point de contre-pouvoir plutôt que de les entretenir. C'est ainsi qu'en 1617, Richelieu ordonne le démantèlement du château de Pierrefonds, symbole de l'ancienne féodalité. Il fait détruire les logis, incendier les planchers et les charpentes et fait éventrer les courtines et les tours à grand renfort d'explosifs. Balafré, Pierrefonds n'est plus que ruine et le silence s'abat sur l'édifice pendant plus de 200 ans. Incendié, éventré, mutilé, sur ordre de Louis XIII par le duc de Richelieu, au XVIIe siècle, le château de Pierrefonds n'est plus que l'ombre de lui-même. Donc à un certain moment, le château était perforé et on y voit des souterrains. À d'autres moments, on y voit des restes de murs et d'élévations très très hautes. Et puis, il y a encore tout un réseau de tours et de courtines qui sont visibles, mais qui sont en fait éclatées par endroits par le démantèlement. Pendant 2 siècles, là, au XVIe, XVIIe et jusqu'au XVIIIe siècle, on laisse le château et les voisins, les riverains, les villageois peuvent se servir pour prendre les pierres et bâtir leurs maisons. Et il devait y avoir de très jolies maisons dans les environs. Il faut attendre le goût du romantique et un XIXe siècle qui va apporter à Pierrefonds un éclairage tout particulier qui incontestablement va le faire ressurgir du passé. Le XIXe siècle plonge dans la fièvre du romantisme. Un vaste mouvement littéraire et culturel dont Victor Hugo et l'illustrateur Gustave Doré sont les figures de proue en France. Tout un imaginaire se développe mêlant contes de fées, mythes et histoires. De nombreuses œuvres picturales témoignent de l'aspect de Pierrefonds à cette époque. L'aristocratie en fait alors un lieu de villégiature. Les ruines romantiques attirent les foules et éveillent l'intérêt d'un homme de pouvoir, l'empereur Napoléon III. Venant à Compiègne, Napoléon III et le couple impérial, l'impératrice Eugénie également, vont s'enticher de Pierrefonds, qui devient en quelque sorte un objet de désir. Et au départ, il souhaite surtout restaurer la partie seigneuriale, le donjon, donc les logis, tout en restant dans le cadre des ruines. Il va faire appel à un homme qui connaît intimement le Moyen-Âge, un homme qui vit en profondeur le Moyen-Âge, qui est en empathie même avec le Moyen-Âge et ses monuments, l'architecte Eugène Viollet-le-Duc. À 43 ans, Viollet-le-Duc est déjà considéré comme l'architecte le plus doué de sa génération. À la même époque, il est en charge de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de la cité médiévale de Carcassonne. C'était l'architecte qui avait le vent en poupe. En plus, il avait ce côté très pédagogue et en même temps le talent, l'ambition nécessaire pour un programme d'une certaine envergure. Et c'est aussi pour cela que Napoléon III va le chercher, parce qu'ils ont le même rapport à l'histoire. Viollet-le-Duc estime que pour construire une nouvelle société et inventer une nouvelle architecture, une architecture du XIXe siècle, il faut aller puiser dans le Moyen-Âge. Dans un premier temps, le projet ne porte que sur la restauration de 2 tours d'angle, à l'est et au nord, et du donjon rectangulaire devant être aménagé en résidence impériale. Napoléon III souhaite conserver au lieu son aspect de ruine pittoresque, romantique et mystérieuse. En 1857, Viollet-le-Duc dessine les premiers plans selon les désirs de l'empereur. À la tête du chantier, il nomme son homme de confiance, Lucien Wiganowski, qu'il a déjà secondé sur la restauration de la cathédrale d'Amiens. Très vite, ils engagent près de 80 ouvriers, des terrassiers, des maçons et bien sûr, des tailleurs de pierre.
Le rôle des tailleurs de pierre sur un chantier où domine la pierre est véritablement fondamental. Nous sommes dans les années déjà 1850, 60, donc le retour aux bâtiments anciens et le retour à la restauration a déjà permis de former une main-d'œuvre d'élite en termes de technologie et de savoir-faire. Cette main-d'œuvre de qualité, eh bien, elle vient principalement de Paris, hein, et notamment des grands chantiers parisiens. Viollet-le-Duc était un historien d'art. Il avait un œil archéologique, il avait étudié les techniques de construction du Moyen-Âge et il savait exactement ce qu'il souhaitait demander aux tailleurs de pierre du 19e siècle. Dans chacune des 8 tours, les différents étages sont soutenus par d'impressionnantes voûtes à croisées d'ogives. Leur rôle est de supporter les tonnes de pierre qui composent les étages supérieurs en répartissant la charge sur chacun des arcs de la voûte. Pour réaliser cette prouesse technique, les charpentiers vont d'abord fabriquer un cintre en bois sur lequel les éléments façonnés par les tailleurs de pierre seront assemblés. La clé de voûte est positionnée au sommet et servira de guide afin d'aligner parfaitement les dizaines de voussoirs composant les arcs de décharge assemblés depuis les culots jusqu'à la clé qui maintiendra la cohésion de l'ensemble. Les forces en présence se répartissent et l'appareillage se stabilise tandis que le cintre en bois est retiré. À Pierrefonds, des dizaines de voûtes ont ainsi été réalisées, que ce soit par les tailleurs de pierre de Viollet-le-Duc ou ceux du XIVe siècle, dont les marques de tâcherons sont encore visibles dans les soubassements du donjon. Grâce à ces symboles, les ouvriers étaient payés au rendement en fonction du nombre de pierres taillées. Mais au XIXe siècle, c'est à la journée qu'ils sont rémunérés. Dès le début du chantier, Napoléon III alloue un budget conséquent à la restauration de Pierrefonds. Environ 200 000 francs or, l'équivalent de 800 000 € par an. Si bien que 3 ans après le début du chantier, la maçonnerie et la couverture du donjon sont achevées. La restauration du donjon est une restauration archéologiquement fiable. Fidèle dans le modèle architectural parce qu'il occupe les mêmes fondations. Certains murs sont des murs anciens. C'est un grand corps de logis habitable sur plusieurs étages. Premier étage dédié à l'empereur, deuxième étage dédié aux appartements de l'impératrice, troisième étage dédié là à ceux du prince impérial. Il s'agit de faire de ce donjon un espace digne des hôtes de marque que l'on va y recevoir. Il y avait également tout ce qui est les commodités d'hygiène, hein, des latrines, tout était prévu. C'était le grand confort tel que c'était conçu sous Louis d'Orléans. Mais par contre, l'empereur et son épouse avaient une certaine idée des espaces dans lesquels ils pouvaient évoluer, une chambre décorée avec des peintures murales. Quelque part, l'ampleur du programme, la qualité, tout ça, c'était cohérent. Encouragé par l'audace de son architecte, Napoléon III envisage 4 ans seulement après le début du chantier de procéder à une restauration complète de l'édifice. Plus question de conserver les ruines, Pierrefonds doit retrouver sa splendeur d'antan. Depuis Paris, où il coordonne l'ensemble de ses chantiers, Viollet-le-Duc écrit à son inspecteur des travaux. « Mon cher Vigat, l'empereur souhaite que la restauration du château soit poussée activement cette année. Nous pourrons bientôt voir le plus beau spécimen de l'architecture féodale du XVe siècle en France renaître par la volonté auguste du souverain. » Viollet-le-Duc, plus enthousiaste que jamais, dessine de nouveaux plans et engage dès 1862 des travaux sur toutes les tours et les courtines. Extérieurement, il entreprend de reproduire à l'identique le château médiéval avec ses 8 tours hautes de 30 mètres et son double chemin de ronde si caractéristique. Mais comme pour marquer le lieu de son empreinte, Viollet-le-Duc va faire ajouter sur les 2 grosses tours, Charlemagne et Jules César, un 3e étage défensif. 2 hautes tourelles crénelées accolées au périmètre des tours et qui culminent à 40 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble de 13 étages. De forme hexagonale, ces tours de guet sont particulièrement étroites et ne renferment qu'un escalier menant à leur sommet. Par beau temps, elles permettent de scruter l'horizon jusqu'à une vingtaine de kilomètres, un usage militaire qui n'est sans doute pas la raison principale pour laquelle Viollet-le-Duc s'autorise cet ajout. Incontestablement, la silhouette de Pierrefonds, son esthétique d'ensemble, ont joué et présidé au choix que Jeanne Viollet-le-Duc a pu faire. Il déteste tout ce qui est symétrique
Et ces parties hautes vont lui donner l'occasion, si vous voulez, de mettre en place des formes qui vont se contrebalancer elles-mêmes et qui vont former un silhouettage harmonieux, mais non symétrique. Alors tout ça, effectivement, c'est une certaine réalité dans le Moyen-Âge, mais c'est aussi très très proche de son propre imaginaire et de sa volonté de créer ici une œuvre d'art. Pierrefonds n'est pas une architecture raisonnée en premier, c'est la confection d'un fantasme. Vous savez, il était venu enfant à Pierrefonds, on connaît l'histoire parce qu'il l'a raconté lui-même, il avait eu une sorte de rêve où il voyait ce château se reconstituer à la fois dans ses architectures et dans ses décors. Finalement, cette silhouette très élancée des tours médiévales, avec le double couronnement, les murailles, les tourelles, elle reste dans l'imaginaire collectif comme le symbole du château médiéval. On retrouve ça dans le château des contes de fées, on a forcément des tours, voilà, des tourelles. C'est le château, par définition, le symbole seigneurial. Viollet-le-Duc apporte également quelques modifications à la partie sud du château. Cette face est la plus exposée au danger, car elle est la seule à ne pas être protégée naturellement par l'enrochement. L'architecte y fait donc creuser un profond fossé et installe plusieurs dispositifs de défense inexistants à l'époque du château d'origine. L'accès principal est protégé par un pont-levis et un châtelet d'entrée muni d'un chemin de ronde percé d'archères. En amont, une vaste cour est fermée par une barbacane, un ouvrage fortifié capable d'accueillir une partie de la garnison, dont la mission est de retarder la progression de l'ennemi vers l'entrée principale. Ce qui est certain, c'est que toute cette partie a été entièrement réaménagée par Viollet-le-Duc, qui a fait un petit peu un catalogue des systèmes défensifs que l'on trouvait non seulement à la fin du XIVe siècle, mais aussi au siècle suivant, puisqu'il a ajouté des défenses avancées, des plateformes où on suppose on pouvait poser des canons, comme on en trouvait au XVe siècle. Viollet-le-Duc, c'est un pédagogue. Donc il veut proposer ici un cheminement aussi pédagogique. Et il explique quoi? Il explique comment fonctionne, à plusieurs moments donnés de l'histoire, une forteresse avec ou sans l'artillerie. C'est en juxtaposant des exemples de siècles différents que s'écrit un livre d'histoire. Et que, en cheminant dans ce château, on traverse différents moments de l'histoire et différentes propositions architecturales de l'histoire. L'enthousiasme de Viollet-le-Duc remporte l'adhésion de Napoléon III. L'architecte, de plus en plus présent sur le chantier, rend compte à ses 320 ouvriers de la satisfaction et de l'empressement de l'empereur. 6 ans après le démarrage du chantier, le budget annuel qu'il alloue à la restauration dépasse les 300 000 francs or, plus de 1 200 000 €. Tout semble alors possible. Grâce au soutien inconditionnel de leurs commanditaires, Viollet-le-Duc et Wiganowski poussent leur réflexion architecturale encore plus loin. Ils vont profiter du chantier de Pierrefonds pour expérimenter de nouvelles techniques, mettre en œuvre des technologies innovantes et des matériaux mieux adaptés. Une approche plus scientifique. Le château, bien que conçu comme une réplique de celui du XIVe siècle, se modernise. À l'image du pont-levis, dont le mécanisme et les flèches articulées sont entièrement réalisés en métal, là où les premiers ponts-levis médiévaux comportaient une majorité de pièces en bois. Cette infrastructure plus moderne est capable d'actionner un tablier bien plus lourd qu'au Moyen-Âge, constitué de 4 tonnes de métal et de bois. Les flèches de pont-levis, à force de recevoir les intempéries, elles pourrissent. Alors que le métal ne pourrit pas, donc on va faire en métal. Il y a ce pragmatisme chez Viollet-le-Duc qui cohabite avec le désir de restituer et de ne pas créer des formes qui choquent ou qui jurent avec l'état ancien. L'usage du métal constitue une véritable révolution dans la façon d'aborder au XIXe siècle un chantier de restauration comme celui du château de Pierrefonds. Sur les toits, les chéneaux et les descentes destinées à collecter les eaux de pluie sont en plomb, tout comme certaines décorations de toiture. Des girouettes, des bannières et des poinçons métalliques qui ont un rôle certes décoratif, mais font également office de paratonnerre. Dessinés par l'architecte lui-même, ces ornements sont réalisés par les meilleurs couvreurs et plombiers d'art de l'époque. Alors le métal ici à Pierrefonds est un peu partout. Donc on chaîne la maçonnerie
avec des éléments de métal. Donc ici, beaucoup de blocs de pierre sont chaînés les uns aux autres. Toutes ces fenêtres-là sont en bronze. On ne le voit pas, mais ce sont des fenêtres métalliques. Elles coûtent très cher. Et donc c'est un luxe absolument étonnant d'avoir refait toutes ces menuiseries de bois en menuiserie métallique. Ça, c'est une première chose. On voit aussi le métal qui va renforcer les planchers. En effet, derrière ces poutres apparentes en bois, Viollet-le-Duc dissimule en réalité toute une technicité qui accroît la solidité des planchers. Les poutres employées sont dites composites. Elles sont confectionnées à partir de plusieurs pièces de bois, imbriquées et solidement assemblées entre elles par des tiges métalliques boulonnées. Cette technique permet d'accroître considérablement la résistance des poutres et d'augmenter ainsi la portée des planchers et donc la largeur des pièces. Dans ses notes manuscrites, Viollet-le-Duc s'explique sur ses choix de matériaux et justifie ainsi les techniques modernes qu'il emploie sur ce chantier. Dans les restaurations, il est une condition dominante. C'est de ne substituer à toute partie enlevée que des matériaux meilleurs et des moyens plus énergiques ou plus parfaits. Qu'ayant à refaire à neuf le comble d'un édifice, l'architecte repousse la construction en fer parce que les maîtres du Moyen-Âge n'ont pas fait de charpente de fer. C'est un tort, à notre avis, puisqu'il éviterait ainsi les terribles chances d'incendie. Pour couvrir le château, Viollet-le-Duc expérimente donc l'usage de charpentes entièrement métalliques. Des infrastructures, une fois encore, parfaitement dissimulées. Alors nous sommes dans la grande salle d'épreuves, qui est certainement la plus vaste du château, et qui était la salle de la collection d'armures de Napoléon III. Elle s'appelle la salle d'épreuves parce qu'on voit au fond de cette salle une grande cheminée avec 9 statues de preuses. Et donc ce sont ces femmes distinguées qui créent elles-mêmes des prouesses en rapport avec leurs preux chevaliers. Donc on a une grandeur impressionnante, elle doit faire plus de 50 mètres de long sur une dizaine de mètres de large, qui est un très grand volume. Je dis aussi volume parce qu'elle a 12 mètres sous clé. Et ce qui est important, c'est qu'au-dessus de ce lambris en bois, nous avons un des premiers éléments de charpenterie métallique dessiné par Viollet-le-Duc ici dans la restauration du château. Sous la voûte en berceau, la charpente en acier de la salle d'épreuves se dessine. Elle est composée de 13 fermes reliées entre elles dans la longueur par des barres métalliques transversales. Chacune de ces fermes se compose de 2 montants latéraux, les arbalétriers, réunis entre eux par des pièces cintrées dessinant un arc brisé. Chaque ferme est solidement fixée sur les murs porteurs au moyen de boulons scellés au plomb. Plus légère qu'une charpente en bois et surtout ininflammable, cette structure métallique n'offre que des avantages. L'architecte va donc généraliser ce type de charpente dissimulée un peu partout dans le château. Il y a 2 raisons pour lesquelles il a employé une charpente métallique. La première, et c'est très étonnant à son époque, c'est qu'il va se refuser d'employer une charpente en chêne au prétexte qu'il n'est pas là pour déforester la forêt française. On a aussi affaire à un Viollet-le-Duc qui évolue, qui change, qui s'enrichit au contact des artisans et qui enrichit sa propre culture. Mais à partir du moment où on passe dans une autre logique, qui est celle de la reconstruction, qui n'est plus de la restauration, il fait immédiatement appel aux technologies et au savoir-faire de son époque. Donc il n'est pas révolutionnaire, il est juste homme de son temps. À la pointe de la technologie, Viollet-le-Duc entreprend d'ailleurs d'utiliser sur les toitures un système d'accrochage des tuiles en ardoise totalement innovant pour son époque. Des crochets en S qui permettent de retenir les tuiles par le pureau, la partie inférieure, et de les relier directement à la charpente sans les clouer. Comme elles ne sont pas clouées, on peut en retirer une sans retirer tout ce qu'il y a autour. Donc on est là sur quelque chose qui est une invention très importante puisqu'on la retrouve encore sur nos pavillons. Un des exemples les plus étonnants de cette quête d'innovation et de modernité reste le système de chauffage central imaginé par l'architecte. Dans les sous-sols du château, 4 immenses calorifères ont été installés en 1864 pour alimenter en air chaud les pièces principales du donjon et les salles de réception du château. Le calorifère est constitué d'une vaste chambre à air au milieu de laquelle est placé un foyer hermétique fonctionnant au charbon de bois. À l'intérieur de la chambre,
Les tuyaux d'évacuation conduisant à la cheminée se replient plusieurs fois sur eux-mêmes, réchauffant ainsi considérablement l'air transitant dans cet espace. En effet, l'air chaud plus léger s'évacue naturellement par le haut, provoquant un phénomène d'aspiration grâce à des prises d'air froid placées à la base du calorifère. L'air est ainsi continuellement renouvelé dans la chambre. Une fois chauffé, il est dirigé vers des conduits situés au sommet du calorifère. Ces larges évacuations alimentent alors tout un réseau de plus petits boisseaux en fer et en plâtre qui conduisent l'air chaud jusqu'à des grilles de chauffage insérées dans les murs et les parquets des appartements. Viollet-le-Duc entend nécessairement mettre ce château au confort moderne. Il n'aurait jamais pu proposer au couple impérial un lieu qui n'aurait pas été au confort. Alors l'installation de calorifères et d'un chauffage central ne remplace pas l'importance des cheminées. Tout simplement parce que d'abord, il fait une demeure médiévale et la cheminée est un élément incontournable du confort du Moyen-Âge. Mais également un décor qui exprime la puissance impériale avec tous ses symboles. À partir de 1865, alors que le donjon carré est achevé, Viollet-le-Duc et Wiganowski concentrent leurs efforts sur la reconstruction des autres tours du château. Lors de cette 8e année de chantier, 150 maçons et tailleurs de pierre vont se relayer à raison de 10 heures par jour. Ils vont façonner et assembler des milliers de blocs de calcaire lutétien. Une roche blonde issue des carrières du bassin parisien qui a l'avantage d'être facile à travailler, tout en étant relativement résistante aux injures du temps. Celle employée à Pierrefonds est en grande partie extraite dans la vallée de l'Oise, à quelques dizaines de kilomètres seulement du château. Chaque mois, le chantier réceptionne près de 900 mètres cubes de pierre, l'équivalent de 10 semi-remorques, pour alimenter l'élévation des tours et des courtines. Rebâtir la tour Charlemagne fut sans doute l'un des plus importants défis à relever. Considérée comme une pièce majeure de l'édifice, elle s'élève sur 5 niveaux, pour une hauteur totale de 30 mètres. Entièrement rasée en 1616, elle sera reconstruite par les maçons du XIXe siècle selon la technique médiévale. D'abord, un premier tronçon évasé est construit pour servir de socle à la tour. Le mur de parement extérieur et le mur intérieur sont ensuite réalisés en pierre de taille, finement jointée à l'aide d'un mortier à la chaux, tandis que l'espace entre ces murs est rempli de pierres non taillées. L'élévation se fait en arrase, rang après rang, en prenant soin d'être parfaitement de niveau pour garantir la verticalité et l'équilibre de la construction. Au sommet, une corniche de pierre permet d'accueillir la charpente métallique et la toiture en ardoise de l'édifice. À ce stade, le cylindre que forme la tour est vide, mais son diamètre est exceptionnel, près de 16 mètres, et l'épaisseur de ses murs peut atteindre par endroits 3,30 mètres. À partir de 1868, les maçons réalisent les voûtes du premier et deuxième étage. Des voûtes à 6 arcs en croisée d'ogive, capables de supporter à elles seules les 50 mètres carrés et les presque 300 tonnes du dallage de pierre de l'étage supérieur. Inaccessible au public, le dernier étage de la tour, qui accueille le double chemin de ronde, est sans doute le plus complexe au niveau architectural. Nous sommes ici au niveau le plus élevé de la tour Charlemagne, qui est probablement l'endroit où nous sommes le plus chez Eugène Viollet-le-Duc. En quelque sorte, nous sommes ici, dans la définition qu'il écrit lui-même dans son dictionnaire de l'architecture, dans un niveau défensif. Niveau défensif qu'il imagine fonctionnant ainsi. 4 niveaux superposés vus de l'intérieur. De l'intérieur, il imagine que l'on ait la possibilité de répartir sur le sol tous les projectiles. Il va même jusqu'à penser que des blocs de pierre de 40 cm peuvent être déposés ici, les remonter par les gradins que nous avons ici dans les baies pour les hommes d'armes répartis derrière ces arcades, puisque c'est de là qu'ils ont à leurs pieds les machicoulis. Au-dessus de cette salle, un balcon intérieur muni d'ouvertures constitue le 3e niveau. De ce poste d'observation, un capitaine aurait eu à la fois une vision parfaite sur les mouvements ennemis à l'extérieur et sur les servants des machicoulis opérant à l'étage inférieur. Les ordres étant ainsi transmis plus rapidement et plus efficacement.
Depuis ce balcon, quelques marches permettent d'accéder au dernier niveau, le chemin de ronde extérieur muni de créneaux et de merlons percés d'archères. Ici, pouvaient se poster les arbalétriers en charge des tirs éloignés. Et comme s'il s'agissait d'une réalité architecturale du XIVe siècle, Viollet-le-Duc se permet d'ajouter la description complète de ce dispositif dans son dictionnaire raisonné de l'architecture française. En quelque sorte, Eugène Viollet-le-Duc rédige la définition, construit le dispositif, l'imagine et considère que nous avons là un système défensif parfait. Pour réaliser cet enchevêtrement de niveaux défensifs, les bâtisseurs ont dû réaliser la construction de la galerie couverte en encorbellement. Pour pouvoir ainsi suspendre le chemin de ronde au-dessus du vide, ils se sont appuyés en partie basse sur une assise de corbeau. Une avancée en saillie insérée dans le mur de parement lors de la construction de la tour. En partie haute, d'autres corbeaux espacés ont permis d'accrocher la charpente de la galerie afin d'en supporter le toit. La charge ainsi répartie peut aisément être supportée par la structure de la tour. Prouesse d'architecture, entièrement rebâtie en moins de 2 ans, la tour Charlemagne accumule bien des défis technologiques. Elle recèle aussi une curiosité. Pour la découvrir, il faut redescendre dans les sous-sols de la tour. Ici, nous sommes dans la salle des échos. Et l'écho, on l'entend. La voix vibre sur les parois de pierre de cette salle. Et la voûte, en calotte sphérique, est percée en son centre d'un oculus. Nous sommes dans une sorte de porte-voix destinée à faire passer le message de garde en garde, efficacement, mais surtout rapidement en cas de péril. Le phénomène acoustique tient à la forme de la pièce. La surface lisse et hémisphérique de la voûte propage parfaitement tous les sons vers le haut. Une ouverture au sommet de la voûte agit tel le trou d'un entonnoir, laissant passer les ordres émis depuis la salle des échos, transmis sans perte d'intensité à l'étage supérieur. Grâce aux voûtes de chacun des autres niveaux, le phénomène se reproduit d'étage en étage, permettant au son de parvenir clairement tout en haut de la tour. En 1868, après une dizaine d'années de travaux, toutes les tours du château sont achevées, à l'exception de celle abritant la chapelle. Viollet-le-Duc se voit attribuer cette année-là un budget de 820 000 francs or, plus de 3 millions d'euros. Il passe alors près de 80 jours par an sur le chantier. Le projet est à son apogée et les ouvriers en ressentent une grande fierté. Sur ses heures de repos, l'inspecteur des travaux, Lucien Wiganowski, aidé de 6 tailleurs de pierre, entreprend d'ailleurs la réalisation d'une maquette de l'édifice. À la lueur de la bougie, chaque soir, entre 18h et 21h, il s'attelle à l'ouvrage. Nous avons sous les yeux la maquette originale, taillée dans la pierre qui est la même que la pierre du château, une copie conforme à l'échelle 1/50e du château de Pierrefonds. Nous avons ici non seulement un modèle réduit, mais presque un objet publicitaire, c'est presque un outil de communication, puisque découpé en quelques 85 morceaux, répartis dans 28 caisses, les 4,5 tonnes de cet objet partent à l'exposition universelle à Paris et, en quelque sorte, assurent la promotion de l'œuvre d'Eugène Viollet-le-Duc. Encouragé par l'empereur et les crédits qui lui sont alloués, Viollet-le-Duc entame à partir de 1868 une étape qui consistera à façonner le château selon l'idée qu'il se fait du Moyen-Âge, et non nécessairement dans une approche de fidélité absolue aux principes de l'époque. Au-delà de la vocation expérimentale, sa conception de la restauration est en grande partie esthétique. Comme tout bon château fort, Pierrefonds possède une chapelle. Logée dans la 8e tour, elle se trouve bien à l'emplacement de la chapelle médiévale. Mais elle n'a plus rien à voir avec les volumes et aménagements originels de cette dernière. Cette chapelle est un morceau de bravoure, une création totale de Viollet-le-Duc, tant pour ses formes que pour ses espaces. Calquée sur le modèle de la Sainte-Chapelle du château de Vincennes, la façade arbore une magnifique rose de style gothique flamboyant, ornée de motifs géométriques et de vitraux de grande qualité. Le portail inférieur, en anse de panier typique du XVe siècle,
met en valeur les sculptures des commanditaires du château médiéval, le duc d'Orléans et son épouse, Valentine Visconti. Et puis, détail amusant, donc on voit devant eux, à leurs pieds, un pèlerin qui n'est autre que la représentation de Viollet-le-Duc, l'architecte. Il était décédé lorsque l'on a fait cette statue. C'est son gendre, lui-même architecte, qui a repris le chantier et qui a fait cette représentation. C'est à l'intérieur de la chapelle que la restauration entreprise par Viollet-le-Duc est la plus déconcertante. Les voûtes d'origine n'étaient guère plus hautes que celles de l'abside, qui sont pour la plupart authentiques. En élevant de nouvelles voûtes et en rehaussant la chapelle de plus de 10 mètres, l'architecte réalise un tour de force, créant un volume ouvert équivalent en hauteur à un immeuble de 7 étages. Dans la partie supérieure, il réalise des galeries et des tribunes prises dans l'épaisseur des murs, augmentant ainsi l'impression de complexité. L'effet d'élancement qui en résulte est impressionnant. Pour ma part, je considère la chapelle de Pierrefonds comme le chef-d'œuvre de Viollet-le-Duc. Pourquoi? Parce que c'est un modèle de plastique spatiale. La chapelle n'est pas très grande, mais on a l'impression que par cette démultiplication des plans, il est parvenu à cette sensation d'infini. Il y a une volonté esthétique, décorative, ostentatoire encore une fois. Et puis, il y a quand même des anomalies qui sont à signaler, comme la présence tout à fait surprenante d'une tribune au-dessus du chœur, c'est-à-dire que si on se trouve sur la tribune, on ne peut pas suivre l'office qui se déroule au-dessous. Donc ça n'est pas très logique. De quoi s'agit-il? D'une tribune destinée à avoir des gendarmes destinés à assurer la sécurité du souverain? S'agit-il d'une tribune destinée à des musiciens? S'agit-il d'une tribune destinée à étrésillonner les parois de la tour et en assurer la stabilité? Finalement, l'énigme demeure. Pour Viollet-le-Duc, restaurer, c'est rétablir dans un état complet ce qui peut ne jamais avoir existé. En d'autres termes, il lui importe moins de restituer exactement la forteresse de Louis d'Orléans que de créer un exemple parfait de ce que l'architecture de toutes les époques qui l'ont précédé a produit de meilleur. Certains escaliers entièrement inventés par l'architecte en sont l'exemple parfait. Celui du donjon a été greffé sur les murs extérieurs. Le perron couvert, qui en assure le départ, échappe à tout modèle médiéval, mais il assure incontestablement une entrée majestueuse aux appartements impériaux. À l'angle opposé de la cour d'honneur, un autre escalier témoigne des facéties de l'architecte. Viollet-le-Duc a choisi une forme tout à fait originale d'escalier en vis à double révolution. Et quand vous prenez une volée, vous ne pouvez pas rencontrer la personne qui prend l'autre volée, parce qu'en fait, les deux axes ne se rencontrent jamais. Bien qu'étonnant, voire fascinant, le principe de cet escalier à double révolution est assez simple. Il s'agit en réalité de deux volets de marche bien distinctes. Deux vis qui ont été imbriquées l'une dans l'autre en prenant soin de placer les accès de façon diamétralement opposée. Ainsi, bien que située dans la même tour, une personne qui monte le premier escalier ne croisera jamais physiquement une personne qui descend le second. Ça fait partie de toute cette logique où on s'autorise des formes savantes, subtiles, pour le plaisir d'ajouter une pièce supplémentaire à ce catalogue de formes. Évidemment, on pense à l'exemple du château de Chambord, où l'on attribue ce type d'escalier à Léonard de Vinci. Pourquoi Viollet-le-Duc a fait ce programme ici? C'est étonnant. Est-ce que c'est une inspiration? Bon, c'est une fantaisie. Cet ouvrage renforce l'aspect labyrinthique du château, qui par son double chemin de ronde, ses entresols et ses 4545 marches, jouit d'une circulation complexe et d'une communication permanente entre tous les bâtiments. Il est d'ailleurs difficile de comprendre les espaces à la simple lecture des façades. Et pour cause, Viollet-le-Duc a brouillé les pistes, cachant parfois 2 étages derrière une façade semblant abriter 4 niveaux. Alors quand on entre dans la cour intérieure, on est saisi par la multiplicité des styles, en particulier sur cette façade. Au rez-de-chaussée, on a ces grandes arcades en anse de panier qui évoquent clairement le XVIe siècle, la Renaissance. À l'étage, des fenêtres trilobées, donc un décor gothique et plutôt du XIIIe siècle,
Alors qu'à l'étage supérieur, on reste encore au Moyen-Âge, mais des fenêtres de la fin du Moyen-Âge et même du XVe siècle. Dans son organisation fonctionnelle, il y a 4 niveaux, sauf que finalement c'est un leurre puisque cet étagement ne correspond pas du tout aux dispositions intérieures. Cette façade laisse effectivement entrevoir 4 niveaux distincts. Le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième et même un troisième avec ses lucarnes insérées dans la toiture derrière lesquelles le visiteur imagine des combles aménagés. En réalité, derrière ce décor se cachent seulement 2 niveaux. La salle de garde destinée au logement des soldats occupe la partie basse, tandis que la partie haute abrite la salle d'épreuses dont la voûte culmine à 12 mètres de hauteur. Les lucarnes, nichées dans la voûte, n'ont donc qu'un rôle décoratif. Cet aménagement intérieur est totalement indécelable depuis la cour d'honneur du château. Une cour conçue pour nourrir l'imaginaire du visiteur. Celui d'un Moyen-Âge fantasmé, peuplé de chevaliers, de dragons et de chimères. Des années durant, des dizaines de sculpteurs d'art ont produit un invraisemblable bestiaire fantastique d'inspiration romantique. 32 chats installés sur les lucarnes côtoient des gargouilles diaboliques, des mammifères à tête de rapace, des batraciens à tête de pélican, ou encore des salamandres gigantesques qui, par mauvais temps, crachent les eaux de pluie. Quelque part, c'est un peu une citation aussi de la Striche de Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire il y a aussi un clin d'œil sur l'histoire de la sculpture médiévale, et ça reste donc totalement dans l'esprit gothique qu'il voulait illustrer. Viollet-le-Duc avait dans sa bibliothèque des livres sur les vampires. C'était une question qui l'intéressait, il se documentait sur les vampires. Tout son discours théorique fait dialoguer le bien et le mal. Le diable est extrêmement présent. Les fantômes sont présents sous la plume de Viollet-le-Duc. Pierrefonds est un livre ouvert d'histoire, d'art et de littérature. Sous la façade du Grand Logis, dans cette galerie couverte de 57 mètres de long, les clés de voûte sont sur une face sculptées de représentations des métiers du Moyen-Âge et sur l'autre face de monstres imaginaires terrifiants. Agrémentée de plus de 250 ornements, la cour intérieure du château offre un décor foisonnant. En même temps, il n'y a pas de surcharge, c'est-à-dire que le décor est riche, mais il est toujours bien placé. C'est ce qui fait tout le sel aussi pour le visiteur. Parce que si on prend le temps de regarder en détail tous ces ornements, on prend conscience que tout ça a été dessiné, tout ça a été sculpté par toute une équipe en collectif, et tout ça est le résultat d'une pensée qui est quand même tout à fait étonnante. Donc on est à la fois dans le palais impérial, le palais médiéval, mais surtout l'imagination. Mais en 1870, après seulement 12 ans de travaux, un événement va brusquement mettre un coup d'arrêt au chantier. La guerre franco-prussienne a éclaté et rapidement, elle provoque la capitulation de l'empereur et la chute du Second Empire. Eh bien, le chantier va s'arrêter, faute de financement. Il n'y a plus de souverain, on entre en république, l'objectif est aux économies, on arrête le lupanar impérial, comme on disait à l'époque, donc on coupe les crédits. Pierrefonds ne servira jamais de palais impérial. Viollet-le-Duc est affecté à l'organisation du corps des ouvriers du génie militaire. Retenu à Paris, il continue néanmoins de correspondre avec son inspecteur des travaux. Il lui assure user de toute son influence auprès de la commission des monuments historiques afin que puisse se poursuivre l'œuvre de restauration. Mais la République, tout juste proclamée, semble faire la sourde oreille. Privé de financement pendant plusieurs mois, le chantier ne reprendra qu'en 1871 pour des aménagements mineurs. Alors que Napoléon III avait alloué aux travaux plus de 5 millions de francs or entre 1858 et 1870, soit près de 20 millions d'euros, l'État n'investira pas plus de 740 000 francs or, 3 millions d'euros, pendant les 15 années qui suivent. Mais grâce à sa vocation pédagogique, Pierrefonds démarre une nouvelle vie. Viollet-le-Duc a imaginé ce château de Pierrefonds, sa restauration non seulement comme une réponse à la demande de l'empereur d'en faire un palais impérial, mais également comme un musée, comme une démonstration à la gloire finalement de l'architecture médiévale et de son décor. Et pour mémoire, dans la fin des années 1860, on compte déjà 150 000 visiteurs par an. C'est considérable et c'est le même chiffre qu'aujourd'hui.
19 septembre 1879. Aujourd'hui, nous avons appris par les journaux une bien triste nouvelle. Monsieur Viollet-le-Duc, architecte, est mort à Lausanne le 17 de ce mois. Tant que le château de Pierrefonds existera, le nom de Monsieur Viollet-le-Duc sera attaché à ses murs, comme le plus belle œuvre de sa vie laborieuse et pleine de gloire. L'arrêt définitif du chantier intervient en 1885, laissant un château inachevé dans sa décoration et surtout totalement vide. En restaurant le château de Pierrefonds et en lui conférant cette âme si particulière, Viollet-le-Duc aura tout de même remporté son pari. Classé monument historique, Pierrefonds est passé à la postérité, immortel château qui a su rejaillir de ses cendres. Il aura fallu 27 années, la volonté d'un empereur, l'audace d'un architecte et le talent de plusieurs centaines d'artisans et d'artistes pour aboutir à ce résultat. À Pierrefonds, il y a une volonté de faire d'un seul jet une œuvre parfaite, une œuvre complète et monumentale. C'est un château de grande dimension quand même. Dans l'imaginaire collectif, la forteresse s'est imprimée comme l'œuvre majeure de Viollet-le-Duc. Sans doute parce que Pierrefonds est à la croisée des chemins entre un chantier de restauration et un chantier de construction, entre l'architecture médiévale qu'il définit parfaitement et une architecture plus contemporaine empreinte de fantaisie. En fait, on ne visite pas un château du Moyen-Âge, on ne visite pas un château du 19e siècle, on visite tout cela à la fois. Ce chantier fut avant tout le laboratoire d'un alchimiste surdoué, désireux de léguer à l'humanité un témoignage architectural unique en son genre. Il nous pose aussi une question tout à fait contemporaine. Jusqu'où peut-on aller dans la restauration des monuments sans que la réinterprétation du passé ne soit considérée comme une trahison? À la fois, c'est une restauration, à la fois, c'est une création. Il est là entre deux mondes. Et c'est aussi pour cela qu'il a réussi, Viollet-le-Duc, à mettre le regard du spectateur dans l'étonnement. Aujourd'hui, l'édifice vit à travers le regard des personnes qui viennent le découvrir et l'apprécier. Un voyage au pays des merveilles, comme un écho à des rêves d'enfants. Une parenthèse enchantée offerte par un lieu exceptionnel.